Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, bonjour. Quand on dit bonjour, c'est le grand jour. C'est le jour de l'égalité, le jour de la démocratie, le jour où un bulletin de vote peut tout changer. Et vous avez ce pouvoir, aujourd'hui, de modifier les choses selon votre bon sens, selon vous, selon vos choix. Et si j'ai un seul message à faire passer, votez. Votez parce que le bulletin de vote que vous allez mettre aujourd'hui, après être passé dans l'isoloir, peut changer le monde, peut changer la situation de la Guadeloupe, peut changer la situation de la France. Vous avez ce pouvoir. C'est le seul jour où l'égalité réelle existe. C'est quand vous avez ce petit bulletin de vote où tous les candidats attendent sur vous pour voter pour eux, et c'est vous seuls qui décidez pour qui vous votez, et vous mettez votre bulletin, et vous attendez la suite des événements, calmement, posément, pour savoir si vous avez eu raison de voter pour X ou Y, c'est vous qui décidez. Alors, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui, je ne vais pas être très long ce matin. Je vais vous raconter quelques faits. J'étais transitaire en douane et à ce titre-là, j'étais membre du club des exportateurs français. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de décideurs, des gens qui voulaient exporter à droite à gauche et qui importaient également. Et ici, là, j'étais le représentant d'une grosse société qui était la branche de transport de la Banque de Suez, la SCAC. Et j'étais également correspondant d'une autre banque, la banque Worms, qui avait également un système de transport, et moi j'étais le représentant ici. Et c'est à ce titre-là que j'étais, comme je vous dis, membre du club des exportateurs, et que j'ai eu à rencontrer beaucoup de monde. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, il y avait un grand monsieur, monsieur Jean-Pierre Gérard, qui était membre du conseil politique de la Banque de France, mais également du président du numéro 1 mondial de l'exportation. Et c'est à cet effet-là que j'ai pu être sélectionné par le gouverneur de la Banque de France pour être euro-conférencier pour faire la promotion de l'euro. Et M. Jean-Pierre Gérard, avec lequel j'ai collaboré très étroitement, je l'avais fait venir en Guadeloupe, d'ailleurs, pour en parler. Et nous avons fait une réunion à l'université sous la tutelle de Éric Nabajot, et qui était doyen de la faculté de droit, et mon ami également Éric Edeval, qui était économiste, lui. Et quand nous avons fait cette affaire, il m'a dit, mon Pierre, tu as mis la barre très haute. Il dit, comment c'est? Je connaissais ces gens-là, et comme je suis euro-conférencier, et qui sont les patrons, quand vous êtes membre du conseil politique de la Banque de France, vous n'êtes pas n'importe qui. Et ce monsieur Gérard m'a fait cadeau d'un livre, celui-ci. Son titre, La trilogie, rentabilité, emploi et taux d'intérêt. Et qui était M. Gérard? Je vais donner son pédigré. Jean-Pierre Gérard est ingénieur en chef de l'armement. C'est pas n'importe qui, il faisait des armes. Après avoir exercé des fonctions dans l'administration, les grandes entreprises et avoir créé un groupe industriel, il est aujourd'hui membre du Conseil de politique monétaire de la Banque de France et président du club des numéros 1 mondiaux français à l'exportation. Et M. Gérard, quand il a sorti ce livre, il me l'a dédicacé, et pour bien vous faire comprendre la réalité de nos relations, voilà ce qu'il a mis comme dédicace à M. Montpierre Alex, pour pouvoir profiter de quelques instants de liberté que son action peut lui laisser
Amitié le 10 avril 1999. Ça fait un certain temps déjà. La trilogie. Et quand dit ce livre, en préambule, je vous le cite, la courbe qui est présentée dans ce livre, dit courbe Girard, est la première tentative pour expliquer la relation entre la rémunération du capital investi, les emplois et les taux réels à long terme. L'idée est simple. Pour embaucher, il faut avoir investi. Or, investir, c'est choisir demain contre aujourd'hui. Il faut donc qu'il y ait une rentabilité qui rémunère la privatisation et le risque. La rentabilité minimum est celle que le marché financier donne au placement sans risque. Les courbes établies par l'auteur ont une grande force de démonstration. Si l'idée est simple, les conclusions auxquelles ils conduisent, ces analyses sont pour le moins politiquement incorrectes et pourtant la démonstration est sous nos yeux. On n'augmentera pas l'emploi si l'on ne rentabilise pas mieux les capitaux investis. Le partage du travail ne résout rien s'il n'est assorti de certaines conditions limitatives. Les dépenses publiques qui généralisent le gaspillage jouent contre l'emploi. L'auteur lance enfin, en guise de conclusion, quelques pistes sur les aspects structurants des taux réels. D'autres travaux internationaux et d'autres études devraient pouvoir poursuivre cette piste. Voilà ce que dit en préambule M. Jean-Pierre Girard. Et jeudi, j'ai participé à une visioconférence. Je vous l'ai dit, je fais partie des diplomates français. Et il y avait une visioconférence où on devait s'exprimer sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Il était inscrit, donc j'ai pris la parole et on m'a demandé qu'est-ce que je pense du comportement du président russe. Mon analyse, je vous la soumets, comme je l'ai dit. J'ai dit tout simplement que le président russe n'a qu'une envie, c'est de se confronter à l'Occident. Question posée, on me dit, qu'est-ce que j'entends par cette confrontation? Je dis, voilà. Tout le monde sait que la promotion de l'armement russe a été faite, notamment en indiquant que la Russie dispose d'une arme exceptionnelle qui serait nommée Satan II. C'est un missile nucléaire qui dispose de 16 ogives nucléaires. Et selon les études qui ont été faites et divulguées, une telle arme, si elle était exportée et lancée sur l'Amérique, pourrait faire disparaître la Californie. C'est considérable. Donc, monsieur le président russe détient cette arme et il s'en glorifie. Il attaque l'Ukraine pour faire de l'annexion, parce que l'objectif de l'invasion de l'Ukraine, ce n'est pas pour le bonheur des Ukrainiens ou de certains russophobes qui vivaient dans le Donbass. L'objectif du président de Russie, c'est de faire de l'annexion territoriale. On se retrouverait dans l'époque antique où les gens faisaient la guerre pour s'accaparer des terres qui appartenaient à leurs voisins. C'est ça l'événement. Et j'ai poursuivi en disant que monsieur le président russe, qui est certain de sa puissance de feu, veut démontrer au monde qu'il est le plus puissant. Et il a prévenu
que si l'OTAN intervient en Ukraine, ce sera la nouvelle guerre mondiale, la troisième. Je vous fais savoir ce que M. Einstein, le père de la bombe atomique, avait répondu à une question: y aurait-il une quatrième guerre mondiale? Et Einstein avait répondu: oui, probablement il y aura une quatrième guerre mondiale, mais les belligérants vont s'affronter avec des cailloux et des bâtons. Cela veut dire que s'il y a une guerre nucléaire, avec tout l'arsenal que les différents protagonistes possèdent, ce sera la fin, disons, la fin de l'exercice humain, et beaucoup de morts, beaucoup de handicapés, beaucoup de disparitions, beaucoup de destruction, et il ne resterait plus que des roches et des bâtons si on veut faire un affrontement pour une quatrième guerre mondiale. Alors c'est pour vous dire à quel point les choses sont délicates. Mais monsieur le président russe, vous remarquez, je ne donne pas son nom. Le président russe, son objectif est d'affronter l'Occident, mais il voudrait que ce soit l'Occident qui le provoque pour qu'il réplique. Monsieur Biden, le président américain, président principal de l'OTAN, a dit que le président russe fait ses exactions, ses histoires avec l'Ukraine, mais il lui dit d'éviter d'attaquer même 1 centimètre du territoire de l'OTAN. Ça, c'est une menace réelle, ça. Eh bien, le président russe fait toutes ses affaires, il bombarde l'Ukraine, il va jusqu'à la limite de la frontière polonaise, voire même de la Roumanie, mais il ne franchit pas le Rubicon, puisque la Pologne et la Roumanie font partie de l'OTAN, et que s'il outrepasse la superficie de l'Ukraine, que quelque chose tombe sur un territoire de l'OTAN, ce aurait été lui le provocateur, et la réaction de l'OTAN sera aussi foudroyante. Il prétend avoir Satan 2, mais qui sait ce que les États-Unis possèdent? Personne. Qui sait ce que l'Angleterre possède comme armement? Personne. Israël a la bombe atomique. Personne ne sait ce qu'Israël contient dans ses réserves. Alors, monsieur le président russe est peut-être fou, mais il est fou comme les foufous. Ici, en Guadeloupe, il y a fou, 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 mais par exemple, le chemin à Nichaï. Eh bien, le président russe est peut-être fou, mais il sait exactement quelle est sa limite de provocation. Que si jamais il mettait les pieds ou un débris de missile tomberait sur un territoire de l'OTAN, il y aurait une réaction de l'OTAN et tout peut se passer. Alors voilà les réflexions que j'ai pu faire à cette visioconférence, et on m'a dit que je suis pessimiste. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Ce que je viens de vous dire là, c'est une réalité. Le président russe ne souhaite qu'une chose, c'est de se confronter à l'Occident. Et quand il parle de confrontation avec l'Occident, c'est confrontation avec les États-Unis d'Amérique. C'est ça le problème. Il s'est allié avec la Chine, mais la Chine est dans une situation ambiguë, on peut dire, puisque la Chine a besoin de vendre à l'extérieur. La Chine est un grand pays avec une population de plusieurs milliards. Ça, c'est déjà quelque chose quand on dit que la Chine a 1 milliard et quelques.
Nous, en Guadeloupe, nous avons 400 000 habitants. Hein. Imaginez-vous ce que ça peut être 1 milliard d'habitants, plus d'1 milliard d'habitants. Et il faut nourrir ces gens-là. Il faut faire vivre ces gens-là. Il faut faire l'économie se développer. Eh bien, ce n'est pas avec la Russie que la Chine pourra se faire développer. Hein. 150 millions d'habitants qui est en Russie, hein. Mais en Europe, aux États-Unis, en Angleterre et les autres pays satellites de l'OTAN, c'est beaucoup de millions d'habitants aussi. Donc il faut faire du commerce avec ces gens-là. Et la Chine n'aspire qu'une chose, c'est de faire et de vendre. Alors c'est pour vous dire que je ne suis pas pessimiste, mais je dis qu'il faut voir les choses objectivement. Et si vous me voyez avec cet emblème du Canada, c'est parce qu'il y a une opportunité pour nous de commercer avec le Canada dans le cadre du CETA. Le CETA, c'est cet accord d'échange économique qui a été établi entre l'Union européenne et le Canada. Ce qui nous permet, nous, en Guadeloupe, de faire des affaires avec le Canada, d'exporter nos produits qui vont entrer au Canada sans droit de douane, mais que nous pouvons aussi importer du Canada, qui est à 2 heures de vol de chez nous, hein, le Canada. On pourrait importer du Canada sans payer des droits de douane sur les produits canadiens. Vous imaginez bien que c'est une opportunité. Je ne sais pas si nos économistes se sont réellement penchés sur la question, mais moi je me propose de le faire avec Cap Excellence. Je suis, comme vous le savez, le président de la commission Europe de Cap Excellence et de mon ami Eric Zelton dans le cadre de la FRAP. Et nous envisageons, bien entendu, de faire quelque chose à ce niveau-là. Je suis vice-président du conseil de développement de Cap Excellence et j'émets quelques idées. Et de temps en temps, M. Jalton, qui est mon ami, le prenne en considération et on discute. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et j'espère que vous avez retenu que nous sommes en Europe et que ce qui se passe actuellement en Ukraine nous concerne. Et je pourrais lancer une opération, si vous le permettez, que nous pourrions participer, nous aussi, à la solidarité avec l'Ukraine. Nous produisons de la banane. Pourquoi pas faire une collecte avec les producteurs de bananes et lancer le slogan « Une banane pour l'Ukraine » et nous pourrions leur expédier ne serait-ce qu'un conteneur de bananes. C'est une idée que je suis en train de causer justement avec le président Jalton et on verra si ça va aboutir, si nous pouvons convaincre des gens, notamment les producteurs de bananes, à se regrouper pour faire un conteneur de bananes pour exporter vers l'Ukraine en titre de solidarité. Voilà ce que je voulais vous dire, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs. J'espère vous retrouver samedi prochain dans le cadre du Forum libéral. Vous savez, il faut toujours respecter les obligations édictées par les autorités, porter le masque, malgré tout, à certains endroits. Lavez-vous les mains, gardez les distances malgré tout, et nous pensons que cette pandémie va nous quitter. Et cette pandémie a causé beaucoup d'ennuis, ne serait-ce à notre ami de Mota, qui a été jugé hier. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner en délibéré, mais tout ça, c'est cause de la pandémie qui est arrivée à ce stade-là. Il y a d'autres personnes qui sont actuellement arrêtées dans le cadre des grands frères. Certains ont été, non pas déportés, mais transférés en France, voire même en Martinique, pour délocalisation de l'affaire. Restons calmes, attendons. Nous sommes dans notre grand jour aujourd'hui. Demain, ce sera le grand jour pour l'ensemble des Français. Et lundi,
on saura ce qui nous reste comme décision à prendre. D'ici là, je vous souhaite donc un bon week-end. Allez voter, prenez vos responsabilités et on se donne rendez-vous samedi prochain pour commenter les résultats du premier tour de ces élections de la présidence française. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.